La première fois que j'ai rencontré Douglas, c'était en le lisant. Oui. Parce que c'était 1998, ça je me souviens très très bien, parce qu'à l'époque, je venais de commencer une série, je sortais de 4 ans de grands reportages en Afrique, j'étais rentré à Paris, et je venais de débuter la radio, à interviewer des écrivains, et je faisais des piges. Alors, il y avait l'Express, il y avait le magazine littéraire, est-ce que ça pouvait être dans le magazine, je me souviens plus, mais je me souviens très 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 bien qu'à l'époque, j'étais déjà fasciné par la littérature américaine, et je reçois les épreuves d'un inconnu, Douglas Kennedy. Et pour nous, c'était vraiment un nom sorti de nulle part. Douglas Kennedy, ok. Je pense qu'au début, je pensais que tu étais William Kennedy. Oui. En fait, non, Douglas Kennedy. Et je lis le livre, et le choc. J'ai adoré le livre, immédiatement. Mais adoré. Je me dis, mais c'est incroyable. Il y a... dans les romans urbains, il y a Bret Easton Ellis, Jay McInerney. À l'époque, on pouvait penser un petit peu que... Tama Janowitz aussi. Tama Janowitz. Et il y avait un petit côté Brad Pack en mieux, en plus new-yorkais, en plus conditions humaines, en plus existentialiste. Et pour moi, c'était un grand livre, divertissant et avec une vraie philosophie sur changer de vie, la fidélité aussi, ce que c'est qu'être soi-même. Et vraiment le choc total, la claque, comme on dit en français, la baffe, je lis le truc. Mais on ne s'est pas rencontrés tout de suite, parce que j'ai écrit sur le livre, et puis après, il y a eu la confirmation, avec La poursuite du bonheur. Et je pense que la première fois qu'on s'est vus, c'était à New York, quand j'avais tourné ce film pour TF1, sur les écrivains un an après le 11 septembre. Tout à fait. L'été. Et à mon avis, alors je crois que c'était un hôtel qui était 48th Street. Oh, c'était un hôtel absolument épouvantable, Yes. mais très abordable à l'époque. J'étais là-bas avec ma famille. Intercontinental, non? Tout à fait. En fait, c'était un hôtel, enfin, des voyageurs, des pièces de théâtre de Arthur Miller. C'est ça. C'était les 40. C'était le commis voyageur. Oui, tout à fait. Et en fait, on était partis, on s'était donné rendez-vous ici. Et je m'en souviendrai toujours parce qu'on avait beaucoup discuté. Et après, Douglas m'avait dit, venez, on va aller se promener. Et on avait suivi Douglas, caméra à l'épaule, dans les rues autour. Et à un moment, Douglas nous dit, parce que je voulais avoir quelque chose qui soit son New York. Je pense que Douglas, c'est le grand écrivain de New York. C'est celui qui raconte le New York des années 50. C'est celui qui raconte le New York fantasmé. Et qui raconte aussi le New York comme il a évolué, disons, depuis 40 ans. Et on pourrait presque faire une anthologie new-yorkaise en prenant dans vos bouquins des chapitres. Pour moi, par exemple, la scène finale de La poursuite du bonheur dans Central Park, c'est l'un des plus grands moments de littérature sur New York. Merci. Vraiment, je pense. Parce qu'il n'y a pas seulement la description, il y a aussi ce que ces lieux signifient. Encore une fois, j'emploie le mot, peut-être c'est un gros mot, philosophiquement. Et Douglas, c'est ça qui est incroyable, c'est la capacité de mêler le entertainment et la réflexion, le divertissement et la réflexion. Et donc, moi, j'avais lu ces livres-là et je me disais, mais en fait, je voudrais qu'il m'emmène, je voudrais voir ce New York. Et je me souviens très bien qu'on était parti caméra à l'épaule, dans les rues. Et Douglas tenait serré contre lui la presse du jour. Je ne sais pas pourquoi, en sortant de l'hôtel, il y avait la presse. Et en fait, un peu comme ça dans le film. Et c'est très touchant parce que on était peut-être 8 ou 9 mois après 11 septembre. Et à cette époque-là, c'était encore très présent. C'était le premier été après le 11 septembre. Il faisait très très chaud et on avait fait cette déambulation dans les rues de New York. Ça, c'est la première rencontre. Et je me souviens... La première chose qui m'a marqué, c'est le rire de Douglas. Mais quand je suis arrivé à Dublin, pour la deuxième fois en 1977, c'était un Dublin complètement différent qu'aujourd'hui. En fait, c'était un Dublin honnêtement très, très glauque. C'était la guerre. Oui, tout à fait. Et aussi la guerre dans l'Irlande du Nord. Mais c'était une pauvreté extraordinaire. Mais sous le vernis, une vie de bohème aussi absolument extraordinaire. Et comme tous les pays catho, en fait, sexuellement, c'était dingue. Tout le monde a bu
toute la nuit, en fait, la conversation. Mais c'était nécessaire, franchement, d'imposer une certaine discipline. Parce que c'est à Dublin où j'ai commencé à écrire. Avec discipline. Avec discipline. Toutes les nuits, franchement, quand je suis rentré de Théâtre National vers minuit, et j'ai fumé comme pompier à l'époque. C'était l'époque de fumer. Mais entre minuit et 3 heures, j'ai écrit tous les soirées, au début des nouvelles, et puis des pièces de théâtre pour la radio. Et aussi avec l'ambition de plus en plus de vivre à Londres. Mais pas revenir à New York. Oui. Et pourquoi? Parce que le problème pour moi, New York devient franchement une carrière. Et c'est New York Uber Alice. Il faut rester là-bas, il faut infiltrer le système littéraire, le système créatif, il faut faire, il faut aller tout le temps des fêtes, des choses comme ça. J'ai toujours pensé, je ne vais pas faire ça. Dublin, pour moi, c'était idéal à la vingtaine. Et puis Londres. Londres, en fait, j'ai trouvé ma première maison d'édition à Londres. Et aussi, c'était nécessaire de payer des factures. Et le journalisme, c'était à la fin des années 80, c'était extraordinaire. Et Londres, c'était aussi très compétitif, mais d'une manière plus ironique que New York et moins snob, bizarrement. Moins snob. Des gens qui travaillent pour le New York Times, c'est oh mon Dieu, oui, c'est noblesse oblige. La maison d'édition, la même chose. À Londres, en fait, je me souviens très très bien, en fait, des déjeuners avec des rédacteurs des journaux, des magazines qui ont duré 3 heures avec 2 bouteilles de vin, des choses comme ça. C'était un moment c'était après le grand changement, quand en fait des syndicats étaient criblés par Thatcher, mais tous les journaux et des magazines ont eu beaucoup d'argent. En fait, GQ et Esquire ont commencé des numéros en Angleterre. Des budgets immenses. Mais c'était la période aussi où les journaux avaient les moyens de faire travailler les écrivains et d'envoyer pour des grands reportages ou des grands papiers, de bien payer. Oui, des grands papiers, en fait. Et par exemple, pour GQ, j'ai fait un grand papier, c'était presque 10 000 mots. 30 000 signes au sujet de meurtre de actionnaire pour la reine qui était assassinée par une rent boy, une prostituée, dans les toilettes de Liverpool Street Station. Et c'était le moment de Truman Capote. Mais ça, c'était les années 90 à Londres. Et en même temps, j'ai commencé à publier des livres. Et toujours en dehors de New York. J'ai trouvé, c'était très drôle, c'est la musique du hasard. Moi, j'ai un avocat ici qui m'a appelé, c'était décembre 99. J'ai eu une deal avec 20th Century Fox pour L'homme qui voulait vivre sa vie, une certaine somme d'argent, et il m'a dit, parce que je lui ai dit, c'était toujours une ambition de vivre ici à Paris et aussi maîtriser la langue française. Il m'a dit, j'ai trouvé en fait une pied de terre idéale pour toi, Douglas, 28 mètres carrés, dans 6e, de même immeuble que les éditions de Minuit. Dans le bordel. Dans le bordel, oui, tout à fait, c'est dans le bordel. Parce qu'il faut raconter que c'était un bordel. Oui, tout à fait. Les éditions de Minuit. C'est un bordel. Rue Bernard de Palissy, c'est un ancien bordel, très très connu pendant la guerre. Tout à fait. Et, donc, t'habitais au bordel. Tout à fait. Et avec la fin-temps de Jérôme Lindon et Rob Courrier et Duras. Et Duras, partout. Et c'était, c'était dans un très mauvais état, mais ça coûte peut-être, oh mon Dieu, 400 000 francs ou quelque chose comme ça. C'était absurde. Rien. Et j'ai tout rénové. Et puis, j'ai mon garçonnière à Paris. J'ai trouvé une prof privée
Ouais. Et Je me souviens très bien. oui, j'ai commencé à apprendre la langue. Je me souviens très très bien aussi un de mes premières interviews en français avec vous et chez RTL et j'étais complètement débile. Tu étais au-delà de débile, c'était horrible. Vous étiez très patiente. Oui, et aussi vol de nuit aussi avec et vous-même aussi. Ouais. Oui, ça devait être une des premières télés. Pareil, ça doit être 2002. 2002. Et j'étais hyper anxieux. Pour la poursuite. Du bonheur. Du bonheur. Et ça, c'était le début de quelque chose. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je me souviens, après, on avait été une fois écouter du jazz dans la Garçonnière. Tout à fait. Mais ça, bon, c'est privé. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais non, si, à l'époque, c'était rare les écrivains américains qui apprenaient le français. Oui, et aussi parce que... Qui faisaient l'effort d'apprendre le français. Et aussi pour un anglophone, en fait, la langue française est un bordel. Ah oui, pour les Français aussi. Oui, non. Je sais ça. Je sais ça parce que, oui, j'entends... Il ne parle pas très bien français, oui. C'est le français, mais son français, c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on se balade dans le sud et qu'on parle comme à New York, ils ne comprennent pas. Et quand on va dans le Montana et qu'on a l'accent de Californie... Il y a des accents new-yorkais et de New Jersey terribles. Terrible. Jersey, especially, women who talk like that, that's a Jersey accent, like that. Comme tous les écrivains, je mimique des autres tout le temps parce que des voix sont dans l'oreille. Mais pour moi, c'était franchement un grand projet. C'était 8 ans de leçons privées, 4 fois par semaine. J'ai insisté pour que je fasse tous mes interviews en français. Ça c'était aussi mon attaché de presse. Ça, c'est très important parce que c'est ça aussi qui permet de trouver le mot juste et de raconter, pas seulement de répondre aux questions, mais de raconter, d'expliquer un projet, d'être un peu plus que sur simplement raconter l'histoire d'un bouquin. Mais aussi, immédiatement avec vous, j'ai compris, en fait, vous êtes de manière très positive obsédé par les États-Unis, et surtout la littérature américaine et les écrivains américains. Et le contraste avec la littérature française. Et ça, c'est passionnant aussi, parce que c'est passionnant. Le roman social a commencé ici en France, complètement. Et puis c'était adopté aux États-Unis au début du XXe siècle avec le code de naturalisme de Dreiser, de Frank Norris, franchement de Sinclair Lewis, Upton Sinclair aussi. Bien sûr. Upton Sinclair. Et la grande différence ici avec le nouveau roman des années 50 ici en France, le roman est devenu un théâtre des idées. Mais pour un écrivain américain, et on a discuté ça, même si le sujet n'est pas les États-Unis, c'est toujours les États-Unis. Toujours. Par contraste. Mais c'est vrai, l'obsession en réalité pour la littérature américaine, je ne sais pas si c'est seulement les États-Unis, c'est le fait que, moi je crois beaucoup qu'il y a des périodes de l'histoire. Par exemple, les années 1980, la grande littérature, c'était la littérature d'Amérique du Sud. C'était Carlos Fuentes, c'était Mario Vargas Llosa, c'était Gabriel García Márquez, bien sûr, même s'il avait publié avant. Mais il y avait comme ça une espèce d'ébullition avec des écrivains qui avaient trouvé une autre façon de raconter le monde. Et d'ailleurs, les années 90 aux États-Unis, je pense que c'est un peu moins intéressant. Les grands livres de Philip Roth, c'est avant et après. Ça revient au début des années 2000. Les grands livres, on est à la fin de Norman Mailer, mais c'est plus ces grands livres. Il y a quelque chose qui se perd. Saul Bellow, c'est fini. Le dernier grand roman de Bellow, c'est Le cadeau de Humboldt, et ça c'était 76. Oui, c'est ce que j'allais dire. 76. Et donc, il se passe quelque chose pour moi qui est assez incroyable. Ce qui m'intéresse, c'est moins les États-Unis que la littérature. La création. Pourquoi, tout à coup, à un moment de l'histoire, le roman se met à raconter l'histoire contemporaine? Et je n'ai pas de théorie là-dessus, mais je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à partir du coup d'arrêt, peut-être inconscient, du 11 septembre 2001, même s'il n'est pas évoqué dans les romans,
même s'il faudra 7, 8, 10 ans pour que ça apparaisse dans la littérature américaine. C'est aussi important que la guerre de sécession pour les Américains. C'est peut-être aussi important que la prise de la Bastille pour les écrivains du 19e siècle en France. Il faut 40 ans pour que Chateaubriand raconte la prise de la Bastille. Mais voilà, il l'a fait et plus personne n'a besoin de le faire. Tout Balzac découle de la Révolution. Tout Maupassant, tout Flaubert découle de la Révolution. Ce changement incroyable d'idées, de paradigmes, de siècles. J'ai le sentiment, et c'est pour ça que ça m'intéresse, cette littérature américaine du début du XXIe siècle, que depuis une quinzaine d'années, s'il se passe quelque chose en littérature mondiale, ça n'est plus en Inde, comme ça a été le cas à la fin des années 80-90. C'est moins en Amérique du Sud, parce qu'ils sont quasiment tous morts et ils n'ont pas été remplacés. Francisco Colohan est mort, Alvaro Mutis est mort, Garcia Marquez aussi, et Fuentes également. Mais je pense qu'il y a aux États-Unis l'arrivée d'une nouvelle génération dont vous êtes représentant, et surtout les États-Unis, on ne se rend pas compte, on dit c'est un pays, mais ce n'est pas un pays, c'est un continent. Il faut comprendre que c'est comme si on parlait d'une littérature européenne en parlant d'un Russe, d'un Italien, d'un Irlandais et d'un Français. C'est beaucoup plus vaste. Et du coup, je crois effectivement qu'il y a depuis une quinzaine d'années, peut-être 15-16 ans, aux États-Unis, l'arrivée d'une génération qui ose écrire différemment, qui repense le roman social. C'est la grande floraison de cette littérature, peut-être depuis 50 ans. On attendait. Pour moi, le roman américain, c'est vrai, il y a Dreiser au début du siècle, Dos Passos, Steinbeck dans les années 50, 60, Kerouac éventuellement. Naturellement, Hemingway et Fitzgerald. Évidemment. Et Faulkner. Oui. Et puis, oui. Ça s'arrête quand même dans les années 60. Il y a plein de trucs très intéressants. Il y a de la contre-culture. Bon. Et puis, c'est vrai que les années 80-90, à quelques exceptions près, le moment de l'histoire de la littérature n'est plus américain. Et je crois que depuis 2001, on vit un moment américain. C'est-à-dire que, pour des raisons très complexes, qui me fascinent, la création est du côté de l'Amérique. Et ce que vous faites, Douglas, est totalement représentatif de ça. Est-ce qu'il faut passer par l'Europe? Oui. Est-ce qu'il faut fuir les États-Unis? Oui. Est-ce qu'il faut accepter d'écrire les choses déplaisantes pour le public américain? J'ai toujours pensé que l'une des raisons pour lesquelles, pendant très longtemps, il a été difficile de retrouver un public aux États-Unis, c'est que vos romans étaient extraordinairement critiques sur les États-Unis. Toujours. Mais la littérature, qu'est-ce que c'est? C'est critiquer son pays. C'est critiquer ce pays. Et critiquer de manière positive, oui, intéressante, intelligente. Et aussi, il y a une idée aux États-Unis, en fait, si on mélange un style accessible avec la littérature, quelle est l'étiquette ici? C'est toujours une étiquette. Et ça, c'est compliqué. Et aussi, en fait, à Kennedy, en fait, il vit une moitié de son enfance. Ce n'est pas quelqu'un très infiltré, il est un peu distant. Mais ça est-ce que c'est vraiment le cas en France? J'ai le sentiment qu'en France, on s'intéresse moins à la question de l'infiltration qu'aux étiquettes. Le grand drame de la France, c'est les étiquettes. Il y a un mot de Fellini que j'adore, qui disait les étiquettes, c'est bon pour les valises. Oui. Maintenant, il faut ouvrir les valises et voir ce qu'il y a dedans. Et on pourrait dire la même chose pour les livres. Moi, je serais incapable de dire que les livres de Douglas Kennedy, c'est des thrillers, ou c'est du roman noir, ou c'est des livres de voyage. Je ne sais pas, c'est de la bonne littérature. Mon grand-père, Martinel de Joaillier, m'a dit jamais tombé amoureux avec l'arôme de ta propre parfum, Douglas. Et ça, c'est du conseil brillant pour un écrivain. C'est le prochain roman, point final, c'est le prochain roman. Et aussi parce que c'est une œuvre, et j'ai publié en fait 20 livres depuis 30 ans. Oh mon Dieu! Oui, 20 maintenant. 20 livres? Oui. Il y a des romans plus forts que les autres, mais ça, c'est une œuvre aussi. Et on commence avec la symphonie du hasard. Je n'avais aucune idée de la taille, des choses comme ça. J'ai tout écrit pendant 15 mois, avec 2 scénarios à côté pour payer des frais scolaires pour mes enfants aux universités aux États-Unis. Il faut demander plus d'argent à Belfond. Il faut demander plus d'argent à l'éditeur. Non, mais ça, c'est la vie d'un écrivain aussi. Il faut vivre dans le monde entier. Et ça, c'est le truc. Pour moi,
prendre le métro, en fait, faire des courses comme tout le monde, en fait, d'être, je déteste le mot normal, mais d'être quotidienne comme des autres, Oui, même si on n'est pas quotidienne parce qu'on a un rapport différent avec la vie et aussi un métier différent que la vie. Chaque roman pour moi, c'est un nouveau défi. Et aussi, j'ai des peurs immenses au milieu de l'écriture parce que toujours. toujours, toujours, ça n'a jamais en fait changé. Et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, mais ça c'est la fruition créative, Peut-être. peut-être. Et aussi une certaine honnêteté de ça, par le fait que si on commence de penser, oh mon Dieu, j'ai vendu 14 millions d'exemplaires et j'ai une vraie œuvre, je suis le grand écrivain, ça c'est une C'est catastrophe. fini. C'est fini. C'est comme 13 ans pour mon chef-d'œuvre. C'est ça. C'est absurde. Et la vérité, en fait, Dostoïevski a écrit Crime et Châtiment pendant 3 mois. Il a des dettes parce que c'était un joueur absurde. Ça, c'est 3 mois. Ça, c'est, je pense, un chef-d'œuvre. Aussi, en fait, pour moi, c'est très important de démystifier, en fait, la vie d'un écrivain. America, c'est né aussi d'une idée très simple, hein. On parlait de la presse écrite, de la grande époque où les journaux avaient de la place, des enquêtes de 30 000, 50 000 signes, et où c'était les écrivains qui partaient en reportage. En fait, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, tout le monde s'est dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et en réalité, une chose était très frappante, moi ça m'a beaucoup frappé, c'est que les experts qu'on entendait à la télévision, sur toutes les chaînes, même très sérieuses, disaient « Ça n'est pas possible. Ça ne va pas arriver. » Des gens très intelligents, qui enseignent à Sciences Po, à l'ENA, qui enseignent tous les spécialistes des États-Unis, disait non, Donald Trump, c'est un clown. Ça ne marchera jamais. Hillary Clinton va gagner. Je me souviens d'un philosophe médiatique à chemise blanche en France qui avait écrit une semaine avant l'élection dans un journal où il a une colonne « Pourquoi Trump ne peut pas gagner ?» C'était même pas... c'est pas possible. Et tout à coup, c'est arrivé. Tout le monde était surpris. Sauf, je crois, les lecteurs de littérature américaine et les lecteurs de Douglas. Pourquoi ? Parce que quand je lis Au pays de Dieu, même si ça se passe il y a 25 ans, quand je lis Quitte le monde, quand on parle des Weathermen, ou quand on parle de toute la politique américaine et la vie des Américains aujourd'hui, tels que Douglas et quelques autres écrivains aussi la racontent, on s'aperçoit que l'Amérique est en train de vivre sur son histoire passée un des pires moments de questionnement, de doute identitaire. Et qu'effectivement, quand on va se promener en dehors de New York, de Chicago, de Los Angeles et San Francisco, il y a des zones vides. Quand je lis Jim Harrison, quand je lis, je sais pas moi, Donald Ray Pollock, qui me raconte l'Ohio profond, qui me raconte, mais même le Montana de l'homme qui voulait vivre sa vie, on se dit, mais c'est pas si simple. Donc, d'un côté, on avait les journalistes et les spécialistes universitaires qui disaient c'est pas possible, et de l'autre, les romanciers qui nous racontent un monde dans lequel, bien sûr que c'est possible. Évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est romanesque. Et je n'aime pas Trump, évidemment, mais Trump est un personnage de roman. Hillary serait-elle un bon personnage de roman ? Oui, c'est un personnage de roman de naturalisme de début du XXe siècle. Exactement. Une vraie plutocrate, en fait, sans classe, sans intelligence, mais avec un pouvoir et un narcissisme immense. Et quand je vois dans la Symphonie du hasard que dans les années 84, vous en faites un personnage qui représente déjà l'homme qui veut conquérir New York. On parlait tout à l'heure du film d'Alexander McKendrick, Le Grand Chantage. C'est exactement ça aussi. Ce sont ces gens qui veulent exister, qui sont prêts à tout pour ça. Se dire que 30 ans plus tard, il est président des États-Unis, personne n'y aurait pensé, sauf un romancier. Et donc, America, c'était ça aussi. C'est dire, tiens, et si on demandait aux écrivains, aux romanciers, parce que je crois beaucoup que le romancier, et Douglas, c'est ça aussi. Le romancier, c'est quelqu'un qui a une peau en moins. C'est quelqu'un qui n'a pas de peau. C'est à vif. Totalement à vif. Donc tout passe. Toutes les émotions.
Et le journaliste et les spécialistes aujourd'hui, c'est la même chose aux États-Unis. Ils sont blasés. Ils se mettent des carapaces. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix se mettre des carapaces et des armures, et on ne comprend plus le monde. Et si on retire les carapaces et les armures, comme le fait Douglas, là, le monde peut vous absorber. Et vous commencez à raconter l'Amérique telle qu'elle est, et pas telle que vous la fantasmez. Et aussi, je savais que Douglas était un grand spécialiste de cinéma, parce qu'on en a beaucoup parlé. Jazz, cinéma. Jazz, cinéma, tout à fait. On peut raconter que vous m'avez emmené dans des boîtes de jazz à New York. Oui, tout à fait. En fait, on a passé une soirée extraordinaire à Smoke. Oui, c'était bien, Smoke. Pas loin de Columbia University. C'est superbe. La prochaine fois à Village Vanguard. Ok. Alors, on s'est dit, bon, on peut peut-être pas faire une chronique sur le jazz dans America, mais en fait, raconter l'Amérique à travers les grands films qui l'ont marqué, avec le regard d'un romancier, les mots d'un romancier et d'un romancier fan. Moi, ce qui me touche, c'est que dans tous les livres de Douglas, ou presque, le cinéma est présent. Il y a toujours un gamin qui va regarder un film. Il y a toujours un film qui offre une première vision du monde. Mais avant la littérature, il faut admettre que, peut-être, enfin pour vous, mais pour moi aussi, avant les livres, il y a les images. Toujours des images. Toujours. Moi, j'ai découvert New York, peut-être, effectivement, avec Alexander McKendrick, beaucoup plus tôt que parce que j'avais lu les romans. Et j'ai découvert Paris. Oui, grâce à Jacques Rivette, grâce à Godard, grâce à François Truffaut. Et voilà. Et honnêtement, c'était la même chose pour moi avec l'Ouest des États-Unis, grâce à John Ford. Oui, bien sûr. On n'est pas une famille qui a voyagé, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais chapeau pour Amérique, aussi parce que c'est hyper courageux de faire un journal comme ça, une revue comme ça, si littéraire, mais aussi en fait si beau. Le dessin est extraordinaire. Beau, quoi. Et honnêtement, en fait, des articles très longs. Les affiches, les affiches et le reste. Et pour moi, le cinéma, comme la littérature, c'est toujours un miroir. Toujours un miroir de la société. Ouais. Plus le cinéma ou la littérature? Je pense que les deux. Les deux sont un miroir. Le cinéma est plus accessible parce que c'est des images, c'est partout. Par exemple, ici, j'ai écrit un grand papier au sujet de lauréat de Mike Nichols, qui est un film hyper important des années 60. Le début du grand changement des rôles sexuels, le conformisme est là-bas, c'est juste avant... La classe moyenne. La classe moyenne et aussi la Californie du Sud. C'est un film des ciels bleus tout le temps. Et aussi, franchement, un météorisme partout et un désespoir vaste au milieu de ça. Et c'est évidemment, en fait, un film absolument parfait pour cet instant-là, l'ombre de Deuxième Guerre mondiale avec cette génération, mais aussi avec le début d'un grand changement dans la société. Et juste avant, en fait, 68. Oui, très important. Très important, juste avant. C'est l'ennui oui. qui va arriver sur l'explosion post-68. Tout à fait. Mais ce que je trouve génial, c'est que alors, il y a eu Chinatown de Roman Polanski, évidemment Le Grand Chantage d'Alexander McKendrick. Le Garçonnière de Billy Wilder. Exactement, de Billy Wilder. Et en fait, tous ces films sur lesquels Douglas écrit composent le making-of qui explique tous les romans que Douglas a écrits par la suite. Parce qu'il y a tous les thèmes qu'on va retrouver dans vos romans. Ils sont déjà présents dans ces films-là. Et je vois bien le petit garçon ou l'adolescent que vous étiez, qui regardait ces films, et comment ça a pu nourrir sa créativité littéraire pour ensuite les transposer, enrichir et faire une espèce de grande toile, comme une toile comme ça sur laquelle on projette le film et on projette les fantasmes, et il n'y a plus qu'à écrire le livre. Quand j'avais 13 ans, en fait, j'ai demandé de mes parents un abonnement de musée de l'art moderne pour mon anniversaire.
Pourquoi? Parce que la Cinémathèque new-yorkaise est au sous-sol. Ah. Et c'était gratuit. Et c'était quel film? Mais mon Dieu, en fait, 3 films par jour. Et des cinémas indépendants partout. Je me souviens très très bien, par exemple, un des films qui m'a beaucoup marqué, c'était à la fin de l'adolescence, c'était La maman et la putain de Jean Eustache. Jean Eustache. Ouais. Extraordinaire. Et pour moi, ça c'était franchement aussi un portrait des intellectuels de la rive gauche. Oui, mais c'est fini, hein, c'est plus comme ça maintenant. Je vis ici, je sais. C'est historiquement fascinant parce que ça disparaît complètement. Oui. Ça disparaît complètement. Mais un film comme ça c'est une porte d'une époque. Et c'est la même chose. Et aussi au début, et je pense que ça c'était très important, mon point de vue littéraire, c'était l'idée qu'on peut être accessible comme un grand film, mais aussi en fait littéraire et profond. Mais absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le divertissement. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que vos livres, c'est à la fois des divertissements, mais aussi des livres avec une profonde réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié beaucoup. Il y a eu un moment où en France, on savait faire ça. Ça a un petit peu disparu. Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement dans cette littérature américaine que Douglas représente, il y a ça, cette capacité à être... Ne jamais oublier qu'on écrit pour le lecteur. Jamais. Que le lecteur, il faut l'emmener loin. Si on veut faire une thèse, écrivez un essai. Oui. Mais si c'est un roman, dans le roman, il y a la nécessité du divertissement. Et en France, divertissement, c'est un gros mot encore. C'est hyper péjoratif. Je vais dire quelque chose de terrible. Oui. Vos livres sont divertissants. Non. On est Frank Bosque. En fait, non. Les livres doivent être divertissants. Il faut qu'on ait envie de suivre une héroïne. Il faut qu'on s'identifie à un homme ou à une femme, et même à un lieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, par exemple, dans certains bouquins, les lieux sont très importants. J'ai remarqué ça. Les livres de Douglas aussi, c'est des livres dans lesquels il y a toujours un troisième personnage. Il y a toujours un ou deux protagonistes, et il y a un troisième personnage. Et le troisième personnage, c'est toujours le lieu. Ça va être le désert, ou ça va être le Montana, ou ça va être New York, ou ça va être Dublin, peu importe. Mais en fait, il a cette capacité, ça c'est très fort, de faire vivre la ville comme un personnage. Et je pense que ça, les grands écrivains font ça. Dos Passos était capable de transformer New York là-dedans aussi comme personnage. Jim Harrison est capable de transformer les chalets de Michigan ou de Montana en personnages. C'est très rare. Peut-être... Chandler avec Los Angeles. Exactement. Yeah, Chandler avec Los Angeles. James Ellroy avec Los Angeles aussi. Aussi. Mais c'est une poignée d'écrivains. Et je trouve que, vraiment, encore une fois, je reviens à New York, parce que pour moi... L'œuvre de Douglas, même s'il vit aux États-Unis, c'est du crossover, c'est-à-dire que, et c'est aussi moi ce que j'aime, c'est confronter les points de vue, lancer des passerelles, sortir des étiquettes, sortir également d'une vision étriquée du monde. Les Français ne peuvent pas écrire sur la France, les Américains ne peuvent pas écrire sur l'Amérique. Je pense qu'il faut qu'on se parle, et ça devient passionnant. Il y a, à mon avis, quelque chose aussi qui peut expliquer le succès en France. C'est cette capacité à faire résonner le pays, à nous parler d'une Amérique de manière très différente. Il ne faut pas oublier que la France, qu'elle le veuille ou non, a été très très marquée par la culture américaine. Et là, Douglas vous l'a raconté, cette culture américaine, à votre manière. Et tout à coup, on met des mots sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a fantasmé. Et pour moi, en fait, la France m'a beaucoup influencé parce que aussi c'est un pays où on peut exprimer des idées tout le temps, des idées philosophiques. Et ça m'a beaucoup influencé aussi. Le fait que, franchement, on peut utiliser le roman de manière très accessible, mais derrière tout ça, oui. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi votre côté irlandais? Oui. Parce qu'on a parlé de la France, on a parlé des Irlandais aussi. Mais je pense que Douglas Kennedy est un écrivain irlandais. C'est-à-dire que c'est un... J'ai un passeport. Mais je veux dire par là que l'Irlande, pour moi, les grands écrivains irlandais, c'est les écrivains du Dédale.
c'est les écrivains qui sont aussi capables, que ce soit Jean de Dublin, de Joyce, même chose. Voilà une ville qui existe avec ces personnages. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un peu chez vous un sang irlandais qui, au fur et à mesure que l'œuvre s'accomplit, prend en compte toute la mémoire de ce pays, la mémoire littéraire de ce pays. Oh, j'en suis sûr de ça. Et Dublin, j'ai commencé ma carrière à Dublin. Et franchement, ça, c'était 11 ans très important pour moi. Et aussi, en fait, j'ai lu beaucoup. Pas en dehors de Joyce, mais John McGahern. Sean O'Faolain, en fait, Frank O'Connor, et beaucoup de gens modernes aussi. Et Aidan Higgins, et c'était très très riche. Mais et aussi, ça c'était quelque chose de très intéressant parce que dans tous les romans irlandais, l'Irlandais omniprésent aussi. Ils sont obsédés avec le pays, et aussi avec des aspects noirs. Et c'est ça aussi que je vois par exemple dans vos livres, c'est une obsession pour l'Amérique qui est similaire à l'obsession que les Irlandais peuvent avoir sur les années noires de ce pays, et qui sont les tabous aussi du pays. Par exemple, ce qui est incroyable, c'est d'écrire oser écrire sur le macartisme, sur l'arrivée au pouvoir de Reagan, sur les années Nixon. Ça, c'est vachement intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans la Symphonie du hasard, c'est que ça raconte vraiment aussi comment le pays passe de l'ère post-Kennedy. On est quand même Johnson reste quand même du côté des démocrates. Comment on arrive aux années 80? Comment on passe de l'insouciance relative des années 60 au tumulte des années 70 et au côté impitoyable des années 80? Et en fait, tout ça, paradoxalement, ça, c'est pas du hasard. Et c'est ça qui est très, très, très bien mis en place. Il y a toujours deux niveaux de lecture. Moi, c'est ça qui m'intéresse et que j'aime. Il y a un niveau de lecture qui est l'intrigue, et derrière, l'histoire du pays. On pourrait presque, aujourd'hui par exemple, si quelqu'un me demandait comment je fais pour... un jeune qui me dirait, mais comment je fais pour découvrir et comprendre l'histoire de l'Amérique, je dirais, ok, voilà les 20 livres écrits par Douglas Kennedy. Commencez par ça. Merci. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que, en fait, je pense je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer. Parce que si on est trop dans l'ego, on pense que c'est une critique, or c'est un compliment. Je pense que les livres de Douglas Kennedy sont très importants parce que ce sont les livres de la contradiction. Et qu'un grand écrivain, pour moi, c'est quelqu'un qui a des contradictions et qui est capable d'écrire, avec les contradictions qu'il porte en lui, l'histoire des nôtres contradictions. Et il y a des choses comme ça qui sont très très intéressantes. C'est que, en réalité, Douglas Kennedy écrit essentiellement sur la question de la fidélité. Pourquoi la fidélité est un mirage? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi on pense que ce sera l'amour parfait et tout à coup il y a un piège? Pourquoi est-ce qu'on pense que la vie va aller sur des rails et tout à coup elle déraille? Douglas écrit sur l'infidélité ou la perte de la fidélité. Or, je crois que cet homme est l'un des plus fidèles qui soit. Et là, le paradoxe ou la contradiction est là. C'est comment est-ce qu'on peut être dans sa vie si droit et fidèle? Ça fait 20 ans qu'on se connaît. 20 ans 20 ans moi, on peut dire 20 ans d'amitié. 20 ans de grande amitié. Donc c'est de la fidélité. Mais le thème principal de Douglas, c'est pas la fidélité. Parce que la fidélité, c'est emmerdant comme roman. Un livre où tout le monde est fidèle, ça fait pas un roman, ça fait un mauvais roman. Si vous racontez une histoire d'amour où tout va bien, ça n'est pas un bon livre, c'est un très mauvais livre. Comment peut-on être si fidèle dans sa vie et raconter de telles choses horribles sur l'infidélité? Ça, c'est la grande contradiction. Mais aussi, ça c'est la grande contradiction américaine aussi, parce que tout le monde aux États-Unis est obsédé par la fidélité. En fait, regardez en fait le scandale avec Clinton, mon Dieu. C'était le déclin et la chute de la société américaine. C'était un mec avec une maîtresse. Point final, en fait. Plusieurs maîtresses. Plusieurs maîtresses, mais le scandale, c'était un stagiaire. Et ça c'était stupide. Et c'était mauvais goût. Mais la vérité, en fait, ça est devenu une obsession. Oui.
Le truc aux États-Unis, en fait, le rapport avec le sexe et avec le mariage, je dis toujours, c'est une transaction. Et honnêtement, ce n'est pas une société très sensuelle. La Non. France est une société hyper sensuelle. Les États-Unis, non, il y a un aspect capitaliste derrière. Derrière chaque mariage? Chaque mariage, tout à fait, derrière chaque mariage. Ouais. Ouais, Christopher Hampton, grand en fait, dramaturge anglais, a dit la définition de capitalisme américain, c'est le processus où des filles américaines deviennent des femmes américaines. c'est bien vu ça. Très noir. Ouais. J'ai adoré ça. J'ai pensé, Christopher, chapeau. Mais il y a toujours, allez, une année ou quelques mois entre le moment où les filles américaines deviennent les femmes américaines. Et ça aussi, c'est très présent dans vos romans. Tout à C'est fait. ce moment où on peut expérimenter la liberté Mhm. et avant qu'arrive la désillusion. Avant que, en fait, c'est le moment où on est Emma et pas encore Bovary. C'est le moment, le turning point. Oui, mais aussi, quelle est la fidélité et pourquoi c'est si important? Et est-ce que c'est une question de contrôle? Et ça, et aux États-Unis, tout le monde est obsédé par l'idée de la liberté. Mais la vérité, tout le monde a construit sa propre prison. Et le système américain est très conformiste. Très conformiste. Et même s'il y a, franchement, le rêve d'un continent est sur la route. Oui, Sur en la réalité. route. En réalité, c'est autre chose. Et la plupart des mariages sont autre chose. Et donc, au début et à la fin, aussi parce que j'ai grandi au milieu d'un mariage pas terrible, mais grâce à ça, en fait, je suis devenu féministe. Franchement, très jeune, mais aussi, mon père a eu beaucoup, beaucoup de maîtresses. Et je comprends pourquoi, parce que ma mère était compliquée. Ménage dépressif, franchement. Mais pour moi, la fatalité au début, c'était une piège. Et j'utilise ça tout le temps Oui. dans mon Oui. écriture.